Un champion de karaté arrogant lance un défi audacieux à Bruce Lee devant une salle comble. Ce qui se passe au premier round le laisse abasourdi et rongé par le regret. Si ce Bruce est si fort, qu'il vienne et qu'on s'affronte. Je suis prêt quand il veut. Ces mots résonnent sur le parquet ciré du dojo Challenger, niché dans un centre commercial animé juste à côté de Ventura Boulevard, à Los Angeles, en 1970. Au centre de la pièce se tient Scott Talbot, un jeune homme de 20 ans, mince, au visage anguleux, cheveux blonds dressés en pique, une bouche qui va souvent plus vite que ses poings. Son GI est d'un blanc immaculé, manches relevées haut, et sur sa poitrine un écusson cousu sur mesure proclame « Pas de pitié, pas d'excuses ». Scott est ce genre de combattant que l'on veut soit imité, soit terrassé. Il a décroché sa ceinture noire en moins de 3 ans, s'est entraîné sous la direction du sensei Yamamoto, et a enchaîné 12 victoires en tournoi au cours des 6 derniers mois. Ses coups de pied sont précis, ses poings féroces, sa confiance totalement débridée. Mais ces derniers temps, son aura commence à être éclipsée. Le nom de Bruce Lee circule comme une traînée de poudre. Magazines de cinéma, revues d'arts martiaux, même les talk-shows de l'après-midi. Des extraits de lui exécutant des coups de poing d'un pouce ou des mouvements fluides passent en boucle dans les cinémas de Chinatown et dans les cercles martiaux. Certains disent qu'il est l'avenir. D'autres murmurent qu'il est invincible. Scott n'y croit pas une seconde. J'ai vu les vidéos, lance-t-il en jetant un œil à l'écran de télévision granuleux accroché dans un coin du dojo. Bruce y parle calmement du Jeet Kune Do. Comment ce n'est pas un style, mais un concept, comme l'eau qui coule sans forme. Ce genre de discours ne tient pas dans un vrai combat. Ça fait joli à l'écran, bien sûr, mais ici, il s'effondrerait. Ce n'est pas le cinéma. Un des plus jeunes élèves, un adolescent nerveux nommé Mikey, ose intervenir. Il n'a pas entraîné avec de vrais maîtres? Et il n'a pas battu des gars 2 fois plus grands que lui? Scott ricane. Des histoires gonflées. Mais un type comme lui dans le ring face à quelqu'un comme moi, quelqu'un qui s'est entraîné au vrai combat, et il pliera dès le premier round. C'est alors qu'il le dit, fort, avec intention. Si Bruce Lee est vraiment ce qu'on prétend, dites-lui de venir me trouver. Je vais lui montrer ce qu'est une vraie ceinture noire. C'est de l'arrogance pure, brute. Mais elle ne reste pas confinée entre les murs du dojo. Un coach de Muay Thai en visite, venu de Long Beach, surprend la phrase et la répète à un instructeur de Wing Chun à Chinatown. En 3 jours, le défi a traversé la ville comme une allumette dans l'herbe sèche. Et le 4e jour, un inconnu entre dans le dojo pendant les exercices du soir. Petit, plus âgé, vêtu d'une chemise mandarine marron. Il s'incline profondément, avec respect, et tend une enveloppe scellée au sensei Yamamoto. Pas un mot, juste un message. Le dojo est silencieux quand Yamamoto ouvre la lettre, ses yeux parcourent le papier, ses sourcils se lèvent légèrement. Puis il fixe Scott. C'est de Bruce Lee, dit-il simplement. Scott se lève, le cœur battant dans sa gorge. Il a répondu. Yamamoto hoche la tête. Il accepte le défi, mais à ses conditions. Une excitation étouffée parcourt les élèves. Mikey se penche en avant. Quelles conditions? Yamamoto lit à voix haute. Pas de presse, pas d'élèves, pas de public. Un sparring privé au Pasadena Marshall Club. 3 rounds. Contact contrôlé. Pas de gagnant, pas de perdant, seulement la clarté. Scott ricane. Il veut se cacher des caméras. Il a peur de ruiner son image d'Hollywood. Yamamoto ne dit rien, mais son silence est éloquent. Scott relit le papier. Une adresse, une date. Le 29 juillet, dans une semaine. 10 heures précises. J'y serai, dit Scott en pliant la feuille. Et je ne retiendrai rien. Mais dans les jours qui suivent, quelque chose change subtilement. Malgré toute la bravade de Scott, l'atmosphère du gymnase devient plus lourde. Les partenaires d'entraînement se montrent plus prudents. Son sensei s'éloigne. Dans la communauté, on parle du fait que Bruce n'est pas juste un type flashy à l'écran. Il a une vraie technique, une précision dangereuse, un style imprévisible qui ne suit pas les règles rigides du karaté. Un soir, pendant que Scott travaille ses coups de poing inversés sur le sac lourd, Yamamoto parle enfin. Bruce Lee n'est pas ton ennemi, dit-il. Scott essuie la sueur de son front. C'est juste un homme. Peut-être, répond Yamamoto, mais certains hommes sont forgés d'une manière que tu ne peux pas voir. Cette nuit-là, Scott ne dort pas. Il revoit tous les extraits de Bruce Lee qu'il trouve. Ralentit les images, analyse les postures, les schémas respiratoires, mais c'est inutile. L'homme ne combat comme personne que Scott a vu. Pas de mouvement télégraphié,
Pas de schéma répétitif, juste du flux. Ça lui ronge l'esprit. Pas exactement de la peur, juste un malaise. Mais il l'enterre sous encore plus d'entraînement, plus de pompes, plus de kata, plus de shadow boxing à 2 heures du matin. S'il doit affronter Bruce Lee, il le fera avec tout ce qu'il a. Le matin du combat arrive vite. Scott se présente au Pasadena Marshall Club avec juste son protège-dents et ses gants. Le bâtiment est discret, caché derrière une rangée de bureaux anodins. Il s'attendait à des journalistes, des photographes. Au lieu de ça, presque vide. À l'intérieur, seulement 4 personnes. Le chronométreur, Monsieur Chang, un associé Wing Chun de Bruce, un assistant de gym silencieux, et Bruce Lee lui-même. Il se tient seul au centre de la salle, s'étirant calmement, en pantalon de kung-fu noir et débardeur blanc. Il a l'air détendu, petit, presque insignifiant en personne. La confiance de Scott revient en force. « C'est lui ?» murmure-t-il à Monsieur Chang en hochant la tête. Chang acquiesce. Il est venu seul. Scott laisse échapper un petit rire. Alors ce sera rapide. Bruce s'approche, s'incline profondément et dit « Gardons ça respectueux. » On sort tous les deux debout. Scott hoche la tête, mais ne s'incline pas. Le respect se gagne, marmonne-t-il. Le chronométreur claque une fois dans ses mains et annonce « Premier round. » Commencez. Bruce ne bouge pas. Scott avance, poing levé, respiration stable. Puis il charge et rate. Dès que Scott bondit, il sent que quelque chose cloche. Il a visé son coup de pied crochet signature droit sur l'épaule de Bruce. Rapide, net, précis. Mais Bruce n'est plus là. En une fraction de seconde, Bruce a décalé son poids, s'est écarté de la ligne centrale, et a glissé juste assez pour laisser le coup passer. Scott trébuche légèrement, reprend l'équilibre. Il cligne des yeux. Comment est-il déjà derrière? Bruce ne contre pas. Il fixe juste, respire lentement, contrôlé. Scott retente. Une rafale cette fois. JAB gauche, balayage bas, coude montant. Rien. Bruce esquive chaque mouvement comme s'il les avait répétés 10 minutes plus tôt. La salle reste morte silencieuse, hormis le frottement doux des pieds nus sur le tapis et l'expiration occasionnelle de Bruce. C'est presque trop calme. Pas d'acclamation. Pas de coach dans le coin qui hurle des conseils. 30 secondes plus tard, Scott touche enfin quelque chose. Un effleurement sur les côtes de Bruce avec un revers de poing. Mais Bruce ne bronche pas. Il ne réagit pas avec colère ou ego. Il pivote simplement, baisse son poids, et tape la cuisse de Scott d'un coup de pied latéral qui le repousse d'un pas entier. Ce n'est pas fort. Ce n'est pas spectaculaire, mais ça frappe profond. Scott se fige. Ce n'est pas la douleur. C'est la prise de conscience. Bruce le lit comme un livre ouvert. Avec 20 secondes restantes au round, Bruce fait son premier vrai mouvement. Il avance. Pas vite, pas sauvagement, juste calmement, avec assurance. Scott recule pour garder la distance, mais Bruce réduit l'écart d'un pas sauté et soudain tape une feinte vers le visage. Tape, un coup de pied vers le genou, tape, une paume qui s'arrête à un demi-pouce de la poitrine de Scott. Le temps ralentit, puis digne. Fin du round. Scott reste au centre du tapis, essoufflé, yeux écarquillés. Bruce s'incline et recule. Pas une goutte de sueur sur lui. Pas d'agressivité dopée à l'adrénaline, juste du calme. Monsieur Chang s'approche avec une bouteille d'eau. « Comment te sens-tu » Scott s'assoit lentement. « Je ne comprends pas. Il ne me touche même pas. » Chang sourit faiblement. « Ce n'est pas le but. » Scott ne répond pas. Il fixe toujours Bruce, assis en tailleur, totalement en paix. Pour la première fois de sa courte mais brillante carrière, Scott a l'impression de ne pas affronter un homme. Il affronte lui-même. Le deuxième round est censé être le retour de Scott. Du moins, c'est ce que son esprit lui dit. Il se lève, ajuste son GI, fait craquer ses phalanges, et cette fois il s'incline. Vraiment, profondément, avec intention. Bruce le reconnaît d'un hochement de tête. Puis le claquement du chronométreur résonne à nouveau dans le gymnase. Commencez. Scott ne charge pas cette fois. Il attend. Bruce avance lentement. Aucune tension dans son corps, juste du rythme, comme s'il marchait dans l'eau. Puis, sans avertissement, il explose. Un JAB fulgurant vers l'épaule de Scott force un bloc réflexe, mais c'est une feinte. En un clin d'œil, Bruce plonge bas et balaie le pied avant de Scott d'un mouvement de jambe en croissant qui ne le renverse pas, mais le déséquilibre. Alors que Scott bascule en arrière, Bruce se redresse et exécute un JAB du bout des doigts qui s'arrête à un pouce de l'œil gauche de Scott.
Un frisson glacé parcourt l'échine de Scott. Si Bruce avait voulu l'aveugler, il l'aurait fait. Comme ça. La pression, la vitesse, le contrôle. Comme si Bruce avait mesuré sa portée, son angle, et la réaction de Scott avant même le début du match. Scott recule en titubant, respire lourdement. Il réajuste sa posture, essaie de calmer ses nerfs, son cœur bat la chamade, ses muscles tremblent. Il lance un coup de pied tournant arrière, son mouvement le plus rodé. Bruce avance dedans, pas en arrière, et tape la jambe tournante de Scott juste assez pour dévier sa rotation. Résultat, Scott atterrit maladroitement et manque de trébucher. Puis Bruce fait quelque chose qui brise la dernière défense de Scott. Il parle. Tu n'es pas là pour gagner. Tu es là pour apprendre. Scott se fige. Personne ne parle pendant un combat. Sauf pour provoquer. Mais ce n'est pas une provocation. C'est une leçon. Bruce continue calmement. Tu es fort, rapide, mais tu es coincé. Prisonnier des formes, des habitudes. Scott hésite, toujours sur ses gardes. Bruce avance, mais encore une fois, pas pour frapper, mais pour pousser Scott à réagir. Et il le fait. JAB bâclé, pas déséquilibré, et avant qu'il ne s'en rende compte, Bruce est derrière lui. Comme s'il y avait été tout du long, attendant que Scott le rattrape. Le chronométreur annonce 20 secondes. Bruce se relâche. Il baisse légèrement sa posture, expire profondément, et dit « Sois comme l'eau ». Scott transpire à travers son GI maintenant. Pas d'épuisement, mais de lucidité. C'est en train d'arriver. Le regret. Il l'a ressenti au premier round, mais il déferle comme une vague au second. Pas parce qu'il se fait toucher, mais parce qu'il n'est même pas combattu. Il est enseigné. Le round se termine cette fois. Scott ne s'assoit pas. Il reste simplement debout, respire, silencieux. Bruce s'approche, tend la main, et dit « Tu n'es pas faible, mais tu es encore plat ». Scott ne comprend pas tout à fait. Monsieur Chang clarifie en s'avançant. Bruce disait toujours « Une tasse vide peut être remplie, mais tu es venu avec une tasse pleine ». Scott hoche lentement la tête. Scott n'a pas besoin du troisième round. Il n'en veut pas. À la fin du second, il sait déjà. Il a regretté d'avoir défié Bruce Lee dès le premier round. Pas parce qu'il est meurtri ou battu, mais parce qu'il n'avait pas compris ce qu'il demandait. Il avait défié un homme, pensant que cela lui vaudrait validation. Un trophée, du respect, peut-être des gros titres. Mais tout ce que Bruce lui a donné, c'est du silence, de la clarté, et une maîtrise si pure qu'elle fait de Scott un débutant à nouveau. Bruce s'éloigne et fait signe à Monsieur Chang. On a fini, dit-il simplement. Scott ne discute pas. Il s'incline, cette fois plus bas qu'avant, et quitte le tapis, les yeux baissés. Pas de foule pour ruer, pas de caméra pour zoomer sur son visage humilié, juste un gymnase grinçant, 4 hommes silencieux, et le bruit de Bruce prenant une serviette dans le coin. Alors que Bruce se dirige vers la sortie, Scott trouve le courage de parler. Attends. Bruce s'arrête. Se retourne. Scott inspire. Et maintenant? Bruce hausse un sourcil. Maintenant, tu décides quel genre d'artiste martial tu veux être. Scott cligne des yeux. Je pensais l'être déjà. Bruce sourit, pas avec suffisance, mais avec une patience tranquille. Tu l'étais, dit-il. Maintenant, tu es prêt à en être un meilleur. Monsieur Chang s'approche doucement de Scott. Il ne combat pas pour gagner, dit-il. Il combat pour réveiller les gens. Scott s'assoit sur le tapis, jambes croisées, fixant l'endroit où il s'était tenu pour son premier mouvement. Il y reste longtemps après le départ de Bruce. Il était entré dans cette salle comme un champion de karaté, mais il en sortit en sachant qu'il ne faisait que commencer à comprendre ce que cela signifiait. 3 semaines plus tard, le tapis du dojo Challenger avait une énergie différente. Scott ne criait plus d'ordre aux ceintures juniors. Il ne se moquait plus des élèves qui rataient une séquence, ne se vantait plus de ses victoires ou ne citait plus ses tournois. Il s'entraînait calmement, assidûment. Et quand le sensei Yamamoto parlait, il écoutait. Un soir, alors que le cours se terminait, Mikey, l'adolescent d'avant, s'approcha de Scott. « Alors, tu as vraiment combattu Bruce Lee ?» demanda-t-il nerveusement. Scott rit doucement. « Je l'ai rencontré. »« Tu l'as battu ?» Scott marqua une pause. « Non, dit-il. Mais il a chassé quelque chose de moi. » Mikey sembla perplexe. « Genre, il t'a assommé ?» Scott sourit. « Non. Il a chassé le bruit de ma tête. C'est plus dur. » Le sensei Yamamoto, qui avait entendu, intervint. Scott a appris la différence entre combattre et comprendre. La plupart ne le font jamais.
Plus tard cette nuit-là, seul dans le dojo, Scott se tint devant le miroir et exécuta un kata. Pas vite, pas tranchant, mais réfléchi. Il marqua une pause entre chaque mouvement, se concentrant non sur la perfection, mais sur la conscience. Son corps bougeait comme l'eau, pas comme le feu. Et juste avant de verrouiller, il fouilla dans son sac de sport et sortit une enveloppe pliée, la même que Bruce avait envoyée des semaines plus tôt. Il la rouvrit, relut les mots, pas de gagnant, pas de perdant, seulement la clarté. Scott prit un pinceau, le trempa dans l'encre. Sur une feuille de papier, il écrivit « Une tasse vide est prête à être remplie ». Puis il l'accrocha au mur au-dessus du tapis. Des années plus tard, Scott ouvrirait sa propre école, pas Talbot Karaté, mais le Anti-Cup Martial Studio. Le logo était une simple ondulation d'eau. Pas de ceinture noire au mur, pas de trophée dans des vitrines en verre. Il ne se vantait jamais d'avoir combattu Bruce Lee. En fait, il n'en parlait jamais sauf si on lui posait la question directement. Et même alors, il disait seulement « Il ne m'a pas combattu. Il m'a montré comment arrêter de me combattre moi-même ». Et au fond du studio, dans un petit cadre près du bureau, était accrochée une vieille photo en noir et blanc. Un arrêt sur image flou d'un tapis de gymnase. 2 hommes dans le silence, pas d'applaudissements, pas de knock-out, juste une leçon qui changea tout. Pensez-vous que la confiance peut franchir la ligne et devenir de l'arrogance ? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et resté pour d'autres moments puissants que vous n'oublierez pas. Los Angeles en 1970 était une ville en pleine effervescence culturelle, un creuset où les arts martiaux traditionnels se heurtaient aux nouvelles vagues venues d'Asie et d'Hollywood. Le dojo Challenger, avec ses murs couverts de posters jaunis de tournois régionaux, incarnait cette transition. Scott Talbot, avec son style karaté Shotokan pur et dur, représentait l'ancienne garde, celle des règles strictes, des katas millimétrés, des ceintures comme symbole de statut. Bruce Lee, lui, était la tempête qui déconstruisait tout cela. Son Jeet Kune Do n'était pas une école, mais une philosophie. Il rejetait les formes rigides, prônait l'adaptation, l'efficacité brute. Scott, avec son patch « No merci, no excuses », vivait dans un monde binaire, gagner ou perdre, dominer ou être dominé. Bruce, lui, voyait au-delà. Il avait étudié le Wing Chun avec Ip Man, la boxe occidentale, l'escrime, la philosophie taoïste. Chaque mouvement était une question, pas une affirmation. Quand Scott lança son défi, il ne défiait pas juste un homme. Il défiait une idée. Une idée qui allait le remodeler. Revenons à ce dojo bondé. Imaginez l'odeur du bois ciré, le crissement des pieds nus, les respirations haletantes des élèves qui répètent leur kata. Scott, au centre, est une star locale. Ses victoires en tournoi, 12 en 6 mois, ne sont pas dues au hasard. Son coup de pied circulaire est une arme. Il pivote sur la plante du pied arrière, transfère tout son poids, frappe avec le tibia comme une lame. Ses poings sont des marteaux. Il avance en ligne droite, garde haute, frappe en chaîne. Sensei Yamamoto, un maître japonais formé à Okinawa, l'a sculpté ainsi. Mais Yamamoto voit plus loin. Il sait que le vrai combat n'est pas contre l'adversaire, mais contre soi-même. Scott, lui, n'a pas encore compris. Quand il voit Bruce à la télé, parlant d'être comme l'eau, il rit. L'eau ? L'eau fuit. L'eau ne gagne pas. Dans un ring, il faut de la force, de la rigidité, de la puissance. Pourtant, dans les cercles martiaux de Los Angeles, Bruce est déjà une légende vivante. Il a démontré son one-inch punch devant des caméras, envoyant des hommes massifs en arrière avec un simple mouvement du poignet. Il a sparé avec des boxeurs, des lutteurs, des karatékas, et toujours avec cette économie de mouvement qui laisse les observateurs bouche bée. Le défi de Scott n'est pas juste une provocation. C'est un cri de guerre d'une génération contre une autre. Quand l'enveloppe arrive, scellée d'un cachet discret, le dojo retient son souffle. Yamamoto lit les conditions avec une voix grave. Pas de public. Pas de gloire. Juste la vérité nue sur un tapis. Scott ricane, mais au fond, une graine de doute germe. Il passe les nuits suivantes à disséquer les vidéos. Il voit Bruce esquiver un coup de poing en se penchant juste assez, sans gaspiller 1 millimètre. Il voit un coup de pied latéral arrêté net avant impact, une démonstration de contrôle absolu. Bruce ne frappe pas pour détruire. Il frappe pour enseigner. Le 29 juillet, le Pasadena Marshall Club est un lieu oublié, un gymnase municipal aux murs écaillés, au néon bourdonnant. Scott arrive en avance, le cœur cognant. Il s'attend à du spectacle. À la place, il trouve le silence. Bruce est là, étirant ses ischio-jambiers, respirant profondément.
Il porte un simple pantalon noir et un débardeur blanc, pas de GI sophistiqué, pas d'écusson. Juste l'essentiel. Scott sent sa confiance vaciller une seconde, puis revenir. Il est plus grand, plus jeune, plus musclé. Bruce est petit, menu, presque frêle. Ce sera facile. Le premier round commence comme un rêve qui tourne au cauchemar. Scott charge avec son hook kick signature. Il a répété ce mouvement des milliers de fois. Pivot, extension, impact. Mais Bruce n'est plus là. Il a glissé sur le côté, comme si le coup n'existait pas. Scott rate, trébuche, se rattrape. Bruce ne contre pas. Il attend. Scott enchaîne, JAB, crochet, balayage. Chaque coup passe dans le vide. Bruce bouge comme s'il connaissait le script. 30 secondes plus tard, Scott touche enfin, un revers léger sur les côtes. Bruce ne scie pas. Il répond avec un side kick doux sur la cuisse de Scott. Pas de puissance, juste un message, je te vois. Scott sent la différence. Ce n'est pas un combat. C'est une dissection. Bruce avance, feinte, tape, s'arrête. Chaque mouvement est une question. Et maintenant? Scott répond avec panique, avec force brute. Bruce répond avec précision. Le round se termine. Scott est essoufflé. Bruce est immobile. Le deuxième round est pire. Scott s'incline, un geste qu'il n'aurait jamais fait avant. Bruce hoche la tête. Cette fois, Scott attend. Bruce avance comme une vague. Un JAB feinté, un balayage bas, un fingertip JAB arrêté à un cheveu de l'œil. Scott sent le vent du mouvement. Il sait que Bruce pourrait l'aveugler. Il sait que Bruce choisit de ne pas le faire. Puis les mots. Tu es coincé. Prisonnier des formes. Scott veut répondre, mais il n'a plus de mots. Bruce est derrière lui, encore. Le round se termine. Scott ne veut pas du troisième. Il sait. Le regret n'est pas physique. Il est existentiel. Il a défié un maître pour prouver sa valeur. Il a reçu une leçon d'humilité pure. Bruce part. Scott reste. Il fixe le tapis. Il repense à chaque mouvement. À chaque erreur. À chaque ouverture qu'il n'a pas vue. 3 semaines plus tard, le dojo est transformé. Scott enseigne différemment. Il corrige avec patience. Il écoute. Il s'incline plus bas. Mikey demande. Scott répond avec honnêteté. Il a enlevé le bruit. Le bruit de l'ego. Le bruit de la certitude. Il a appris que la force n'est pas dans la rigidité, mais dans l'adaptation. Des années plus tard, son studio anti-cup devient un lieu de pèlerinage discret. Pas de trophée. Pas de gloire. Juste des élèves qui apprennent à vider leur tasse. La photo en noir et blanc reste là, un rappel silencieux. 2 hommes. Un tapis. Une leçon. Bruce Lee n'a pas gagné ce jour-là. Il a libéré. Scott n'a pas perdu. Il a commencé. La confiance peut-elle devenir arrogance? Oui. Et l'arrogance peut-elle mener à la sagesse? Absolument. Tout dépend de la tasse que vous apportez. Pleine, elle déborde. Vide, elle accueille. Bruce Lee a montré à Scott comment vider la sienne. Et vous? Votre tasse est-elle prête? Dites-le dans les commentaires. Abonnez-vous pour plus d'histoires qui transforment. Merci d'avoir regardé.